Quelle joie de vous retrouver et tous les matins, chers téléspectateurs, internautes et aussi auditeurs de IFM. Vous êtes tellement nombreux, la grande famille de I-Matin. Nous sommes jeudi 29 mai et c'est avec beaucoup de plaisir que nous prenons le plateau pour vous accompagner. On tend déjà vers la fin du mois de mai. Comme vous pouvez le constater, l'équipe de I-Matin est déjà sur place. Je ne suis pas seule, la République est toujours accompagnée. Sur le plateau, je suis accompagnée de l'homme. À la chef, bonjour. Bonjour Larissa. Ça va? Ah, ça va, ça va. Surtout à se lever, avoir à nouveau le souffle de vie quand on va au lit la nuit. Se lever le matin, déjà, même s'il n'y a pas autre chose, c'est déjà une action de grâce, comme on le dit. Ouais. C'est déjà une grâce et moi, je suis très ravi, amis téléspectateurs, de vous retrouver. Permettez-moi de vous dire bonjour, bon réveil matinal et surtout bienvenue à votre e-matin de ce jour. Larissa, très ravi de te retrouver aussi. Hein? Tu es très posé aujourd'hui. Ah ouais, c'est ça, énorme. Ou bien c'est le week-end qui veut s'annoncer, qui te rend aussi Non, calme. Malheureusement, je ne suis pas un fêtard. Ouais, Donc, tout le monde le sait. Le week-end, pour moi, c'est toujours des journées ordinaires de Oui, travail. mais au moins ça. À moins qu'il n'y ait pas de travail, là, je peux prendre mon week-end. Dans le cas contraire, je suis Mais là qu'est-ce qui toujours va à arriver travailler. et puis il n'y aura pas de travail à la télé? Bon, de temps à autre, on peut dire, bon, on vous donne un break. De temps à autre, on peut dire, OK, vous avez 1-2 jours de repos, 1-2 jours de repos. Là, et si ça coïncide à un week-end, d'accord. Sinon, je travaille dans le cas contraire, je prends Dina Love. À la pause, on va chercher un peu de viande de l'autre. Et tu vas laisser puis, de voilà. Mouga où? Mouga va aller avec toi. C'est tout. On occupe derrière le problème, non? En tout cas, comme vous pouvez le constater, l'équipe est déjà sur place pour vous accompagner, chers amis téléspectateurs. Nous allons prendre notre première pause musicale, histoire de permettre à tout et chacun de s'installer confortablement. Bâton magique de la nouvelle génération. Le Gold Star, le phénomène. Version originale. Le sentiment qui pourra immédiatement venir après l'amour, c'est la haine. Bâton magique de la nouvelle génération. Nobasra Eugène, alias Obama, basé sur un de la différence. Titeram, c'est son nom, Odi Donga. Je me sens sous le poids d'une déception. Mamie là-dedans, je me sens sous le poids d'une déception. Yo, moi, te biggie de Faranichon, j'ai rencontré la femme de ma vie. Comme la reine de Saba, elle a bouleversé mon cœur. Dis-moi, bébé, quel genre de créature es-tu? Femme africaine, beauté naturelle. Valentin de Lumbogo, Papou S2E, Bétou du Narcisse, Sarah Nodjalba. Loin de toi, je ne pourrais pas, bébé. Loin de toi, je ne pourrais pas. Carlo Salé, Bédit informatique. Eve qui dit, Dis-moi comment faire plaire ton cœur. Dis-moi comment faire plaire ton cœur. Loin de toi, je ne pourrais pas. Chou, le grand businessman. Loin de toi, je ne pourrais pas. Bébé, dis-moi comment faire Ousmane Amadou, cousin national. Dis-moi comment faire plaire ton cœur. Denis Tailleur, le grand prêtre. Messie de la mélodie, Didier Mawachine, incontournable. Mon espérance, préférence, prudence, mon amour. Perdition Africa Production. Mon espérance, préférence, prudence, ma chérie. Bon l'art à Cali. Tu m'es comme ce que l'oxygène est pour la vie. Ma connaissance, mon bon sens dépend de ton amour. Mon bébé, Kakoyo, le patron des barons. oh ma chérie, Claudicia, Claude Tropica, mon amour, mon espoir de vivre. Didier Verdun. Darling, dis-moi que tu m'aimes.
de BDT. Darling, dis-moi que tu m'aimes. Ça mon record. Fais-moi savoir, darling, que tu m'aimes. Le maintenancier du riz. Darling, dis-moi que tu m'aimes. Fais-moi savoir, darling, que tu m'aimes. Mon père et ma mère avaient pour toi des cœurs ouverts. Mes frères et sœurs avaient pour toi un cœur ouvert. Mais tes caractères ne glorifient pas ce que j'espère faire. Alors rectifions nos erreurs. Reviens à moi, mon amour. Oublions nos défauts. S'il te plaît, chérie. Avec que j'arrête mes pleurs pour mieux gérer ces millénaires que tous les mondes considèrent. Reviens, chérie. Apaise mon cœur. Oh mon amour. La vie de mes rêves. Cécile Babom, la française gentille. Tokari Virginie, École internationale du théâtre du Bénin. Docteur Adungaba, l'académicien. Maman Mariam Kamouké. Haroun Bobola, Jansé Production. Le studio Adrunia Production, Nouvelle Horizon Sonic. MCL connaît bien son travail. Raki et de Robinho, batteur international du Tchad. Son excellence dit la Lucienne, Mundou c'est pour vous, il faut continuer. La célèbre maison multimédia de Sar, Abaka Abu Aïcha. Baindale, Bainda. Bright, millénaire dancing bar. Oh, Baindale, Bainda. Talbachoua, le respecté. Baindalo, Krabegong. Rosalie Nekissel. Inola, el Manetaka, Waltaya. Son excellence Lauke Kourayo Médard. El Manetar de Altala. El Manetanga Waltala. El Aneta de Altana. Minola Eta Miala. Bainda el Anetanga Waltala. Minola Nantar Miema. Baindale, Bainda. Yamna Kama Baik Goptawa. Oh, Baindalo, Krabegong. Yamna Kama Baik Goptawa. Baindale, Bainda. Yamna Kama Baik Goptawa. Inola el Manetanga Waltaya. NCN. El Aneta de Altala. El Anetanga Waltala. El Anetanga Waltana. Minola Etar Miala. Bainda el Aneta de Altana. Minola Nata Mieba. Baindale, Bainda. Yamna Kama Baik Goptawa. Chana, Zénith Bar Dancing. Avocat à la Cour pénale internationale, Maître Agouba Badé. Roger Toyum, Samira. L'homme au doigt d'or, Hiroshima Bass, le petit génie. L'homme d'affaires à la mémoire fraîche, 44 milliards de gigas. Odé Mamadou, DG de la métropolis. Reviens à moi, mon amour. Ndogera Baote. Unja Rawonkel Biridoa. Ndogera Baote. Katia Rawon, c'est Mandeba. C'est Ndogera Baote. Elle a Rawon, c'est Kakuteba. Télérecueil la Nembaïté. Télérecueil Ongantebala. Télérecueil Ongantebala. Yamaka Baba Ikogoptawa. C'est l'école solo. Yamaka Baba Ikogoptawa. Olivia Boutique chez Olivier Clinton. 200% de fraîcheur. Le secret du management. Bâton magique en Ombaï. Docteur Ngonbangda Tasnal. Notre santé, c'est votre affaire. Bâton magique. En tout cas, j'ai aimé le son. J'ai aimé le son et puis voilà, je m'arrête là. Le reste là, je ne dis rien. Mais c'est des chants qui ont bercé un peu notre plus jeune âge. Quand les Larissa étaient encore à la mamelle, nous, quand on était plus jeunes, imaginez les Larissa alors à l'être comment. Donc, merci à l'homme bâton magique. Ça nous a permis de revoir les gens petit là-bas, Hiroshima, petit. Mais bon, c'est aussi ça, le rétro. Ouais, ça c'est le vrai rétro en tout cas. C'est ça le rétro.
Merci beaucoup. Et cette ponctuation musicale nous envoie directement chez la rubrique bien-être. Il a un goût un peu sucré et moins piquant que l'oignon violet. Ce bulbe blanc se consomme cru, grillé, bouilli ou utilisé pour les salades et souvent accompagné d'autres repas. L'oignon blanc est un oignon jeune, frais, plus doux et plus riche en eau. C'est un épice qui fait partie de la famille des condiments comme l'ail. Il est riche en substances soufrées qui lui confèrent son goût et son odeur si typique. Ce condiment renferme de nombreuses sels minéraux, calcium, fer et bien d'autres. Les oignons ont des effets antioxydants et anti-inflammatoires grâce à leur teneur en flavonoïdes. Ils peuvent aider à protéger contre les maladies chroniques telles que le cancer et le diabète. L'oignon blanc est riche en magnésium, ce qui peut avoir un effet bénéfique sur le sommeil. Les avantages de l'oignon pour la santé incluent également la lutte contre le cancer, l'amélioration de la santé cardiaque, la promotion d'une digestion saine, la prévention de l'inflammation et des allergiques, l'amélioration du système immunitaire, la guérison des troubles de l'oreille. L'oignon contient également des fibres, ajoutées à cela une quantité non négligeable de vitamines. L'oignon est idéal en alimentation, que ce soit pour maigrir ou pour des questions de santé. Pauvre en calories et rempli de fibres, il est idéal pour soutenir un régime amincissant. L'oignon améliore en effet le transit intestinal et élimine les toxines, ce qui empêche la rétention d'eau. S'il est possible de faire cuire les oignons blancs, il est préférable de les consommer crus pour profiter de tous leurs bienfaits nutritionnels et de leur saveur si particulière. Ils sont parfaits dans les salades, les tomates, du concombre ou un reste de riz. Les feuilles des oignons blancs au goût savoureux, surtout à ne pas jeter. Émincées finement, elles permettent de relever les vinaigrettes, les salades de crudités ou d'apporter une petite touche herbacée aux viandes et aux poissons. L'oignon ou encore le bassal communément appelé en arabe tchadien. Alors, l'oignon fait tellement du bien, Jeff. Moi, le manger cru, alors là, je peux pas dire le numéro un, mais je suis le numéro 2 en matière de manger l'oignon cru. Et J'imagine ça, que les sauces que tu prépares à la maison ont de l'oignon dedans. non, Je c'est ce voulais que me je m'en rassurer vais parce- dire, quoi. C'est-à-dire que je préfère acheter l'oignon en quantité. Et ça, Et je à peux, manger. voilà, manger un peu une partie crue et puis l'autre partie, je prépare avec. Parce que là, ça ne laisse personne. Ah, ça. En tout cas, moi, tu sais, l'oignon, un moment, j'étais malade Oui, et j'étais passé par le bloc. Après, la cicatrisation devenait difficile. ouais. Et après, on me disait qu'il faut aussi manger de l'oignon. Il y a une qualité là, bien gros, bien rouge. Ouais. On pouvait simplement découper, simplement mettre dans l'assiette et puis tu manges. J'en ai tellement mangé qu'après, Ça te montait à la tête. c'est trop bizarre quand même. Du coup, je le mange, je les consomme cette fois-ci par occasion en tout Ouais. cas. Par occasion, mais je pense que c'est un aliment qui ne coûte pas très cher, Ouais. mais qui répare beaucoup de choses, Oui, qui beaucoup de répare choses, beaucoup là, de c'est vrai. choses, qui a beaucoup de qualités, beaucoup de nutriments, beaucoup de vertus.
Donc, comme Larissa, ça explique tout, hein, les jours, tout ça, ça explique tout. Vous pouvez aussi faire comme elle. Hein, Et un secret, chef, à Mongo, il y a un papa qui nous a dit, bon, on a fini de manger la viande et on avait pris les cure-dents et autres. Le papa dit, mais pourquoi est-ce qu'on veut gâter nos dents si jeunes? On s'est regardé, on le regarde, on dit, mais pourquoi? Il dit, non, c'est simple. Le secret, c'est que quand tu manges de la viande, mange aussi suffisamment l'oignon. Et surtout vers la fin, l'oignon va pousser les restes des viandes qui sont restées hein, sous la dent à sortir. Ah, ça, Oui, ça c'est une et découverte. Ça. accompagné du thé chaud, un verre de thé bien chaud. C'est rapide C'est à d'utiliser. qu'on t'a dit ça. À Mongo. Ah ben ça c'est la base. Donc ça c'est de l'expérience qui a parlé. J'espère qu'on va faire l'expérience ce week-end et on va voir ce que cela va donner. Qu'à cela ne tienne, Larissa, on tend déjà vers le temps de l'information. Ouais. Mais il y a quelques réactions. Dina Love Minganodi qui dit ma team, quelle fraîcheur ce matin. Merci. Il y a la Maman Réalo, il y a Mikal Ndormadi qui nous a envoyé beaucoup de cœurs. On va diviser par le nombre de l'équipe technique et puis on va se partager. Il y a Kader Abdel, Kader Ngaba, voilà, qui nous regarde. Autorité, je te salue. Voilà, donc faites aussi comme Abdelkader, faites comme Dina Love, faites comme Mikal. Connectez-vous aussi sur notre page Facebook, partagez, likez, invitez les gens autour de vous aussi à aimer l'émission. C'est votre famille. Cela nous a conduit à 7h49 minutes. Nous prenons les informations d'ici et d'ailleurs. Investi le 23 mai 2024, soit un an écoulé de son quinquennat, le maréchal Mahamad Idriss Déby Itno dirige un pays sous tension, océan entre espoir d'instabilité et soif de changement. Mais une question se pose au sein de la classe politique et aussi parmi les acteurs de la société civile. C'est de savoir quels sont les indices qui laisseraient entrevoir un quinquennat réussi. Or, du côté de la majorité présidentielle, on vante les mérites d'un pouvoir qui présente quelques indicatifs de réussite. Tout début est difficile, mais je pense que le président de la République, maréchal Mahamad Idriss Déby, c'est un jeune. Il vient de commencer. Et je pense que là, pour moi, je trouve que c'est bon. Toute œuvre n'est pas parfaite. Mais quand on voit ce qui s'est réalisé, je trouve que vraiment le début est bon. Et dans l'avenir, ils vont encore améliorer. La cloche ne semble pas avoir les mêmes sons dans la classe politique de l'opposition. Pour l'opposition, l'an du midi n'a rien opéré comme changement dans la vie des Tchadiens. L'année, si on doit vraiment la noter en sens, hein, je donnerai sur 20, je donnerai 5 sur 20. Vous allez dire c'est médiocre, oui, certes, c'est bon. Parce que dans cette année, on a vu pratiquement tous les indicateurs visibles par nos concitoyens, mais également par les partenaires, les observateurs, sont au rouge pratiquement. Sur le plan sécurité, il y a un problème. Nous avons un problème de sécurité grandissante. Les conflits intercommunautaires, ça s'exacerbe de plus en plus. Du côté de la société civile, tout peint du noir. La plupart des acteurs de la société civile estiment que c'est un an de pouvoir du maréchal Mahamad Idriss Déby Itno, la cohésion sociale et le droit de l'homme sont mis en branle. La situation sociale des travailleurs, des fonctionnaires ou des privés souffre sérieusement. Il n'y a pas un changement. Le social urge, mais nous, on ne sent pas ce changement. La vie est chère. Les denrées alimentaires au marché, les premiers trucs alimentaires, les premières nécessités sont très chères et le gouvernement n'a pas pensé pour pouvoir augmenter au moins ou améliorer les conditions de vie des travailleurs. Il n'y a pas de changement notable dans la vie du Tchadien lambda. Nous continuons à vivre les pires souffrances de ce monde. Vous constatez qu'à N'Djamena, la capitale du Tchad, les gens meurent comme des mouches, tenant compte des conditions de vie difficiles.
Pour beaucoup d'observateurs, le pouvoir de Mahamat Idriss Déby Itno est à la croisée des chemins au vu des tensions sociopolitiques actuelles. Dans un pays encore marqué par des décennies de conflits, la question qui demeure jusqu'ici vive est celle de savoir est-ce que l'actuel président sera-t-il l'artisan d'un renouveau démocratique ou le gardien d'un statu quo contesté. Un an après son élection, il est toujours confronté à de nombreux défis passant de la réforme démocratique, réconciliation nationale et renforcement de la cohésion sociale. تشكل ميدالية أميلكار لوبيز كابرال الأب المؤسس للدولة الغينية أعلى وسام في جمهورية غينيا بيساو، وهي تمنح للقادة المتميزين تقديرا لجهودهم في تعزيز علاقاتهم مع هذا البلد، كما تعكس التقدير والاحترام لكبار الشخصيات الذين تربطهم به صلات وطيدة. واحتفاء بهذه الزيارة والعلاقات المتميزة بين تشاد وغينيا بيساو، كرم الرئيس الغيني عمر سيسوكو امبالو المشير محمد إدريس ديبي إتنو بهذه الميدالية الثامنة بهذه الميدالية الكبيرة. وعقب التكريم أعرب المشير محمد إدريس ديبي إتنو عن سعادته اللامحدودة بهذه المبادرة، حيث قبل هذا التكريم الذي منحه إياه نظيره الغيني بكل تواضع. ويعتبر هذا التكريم بالنسبة لرئيس الجمهورية رمزا للتفاهم بين البلدين على أعلى مستوى. وأهدى المشير محمد إدريس ديبي إتنو هذا التكريم إلى شعبي الدولتين الذين وصفهم بالشجعان، كما أنهم يؤمنون بالتعاون جنوب بين بلدان العالم، وهو نموذج يجب تطويره وتعزيزه لرفع مستوى التعاون. وأكد رئيس الجمهورية أن التقارب بين الدولتين يزداد يوما بعد آخر نتيجة للثقة المتبادلة، وهو الآن قد أصبح ثابتا، مبديا شعوره بالفخر والسرور لتلقي هذا التكريم من يد نظيره الغني. هذا التميز يشكل مصدرا كبيرا بالرضا بالنسبة لرئيس الجمهورية، ولكن الأهم من ذلك كله هو أن هذا يشجعه على الاستمرار في التزامه الثابت برفع مستوى التعاون إلى مستويات استراتيجية حسب ما جاء في كلمة رئيس الجمهورية. Le Tchad a expérimenté sa gestion républicaine il y a environ 50 ans, dans bientôt 60 ans. Mais après le Denis, après les résolutions de Denis, surtout avec le fort appui d'abord des dirigeants de la transition les 3 dernières années, et le Tchad, très souverainement, les femmes et les hommes de ce pays, avec l'appui des autorités, ont dit que nous avons expérimenté, nos aînés ont expérimenté une manière de gérer le pays. Mais malheureusement, cette manière de gérer nous a amené nulle part si ce n'est pas le surplace, si ce n'est pas des problèmes. Est-ce que nous ne pouvons pas, nous en tant que responsables en toute conscience, en concertation avec nos populations, expérimenter la nouvelle expérience de gestion de la République? C'était quoi? La première expérience, c'était gérer le pays par le haut. 60 ans après, les résultats, c'est ce que nous connaissons. Et bien maintenant, en toute responsabilité, les Tchadiens ont dit non, nous devons expérimenter de gérer le pays par le bas. Parce que le pays se repose sur la base. La base, c'est la population. Dès lors que tous les gouvernants prônent à longueur de discours qu'ils travaillent au bénéfice des populations, et que depuis toujours la population n'a jamais été concertée, n'a jamais été associée ni consultée, et que cette fois-ci, les autorités ont pris l'engagement sur eux de prôner, d'entamer la gestion du pays avec la population, par elle-même et avec elle-même dans la concertation. Le pouvoir central nous a lancé un défi. Lequel défi? C'est de montrer que nous sommes capables, oui, à la base en tant que population, de savoir où mettre le pied, de savoir quel mode de gestion qui convient à nous et que dans quelle direction d'épanouissement nous devons aller en toute responsabilité.
des hommes et des femmes de cette province ont l'expérience, ont l'expertise, la compétence, les qualités pour parvenir aux résultats escomptés. Ils ont commencé la route en 2011. Nous voici en 2025 et 80 km. Non, ça fait une honte. Et il faut se dire clairement qu'il y a quelque chose qu'on nous cache dans la Tangélé. Soit les enfants de la Tangélé qui devront défendre les intérêts de la Tangélé ne font pas leur travail, soit la gouvernance au niveau national, au niveau des décideurs, ne marche pas. Qui veut-on tromper? Non. Qu'on soit sérieux. Mais que ces hommes politiques nous disent la vérité. Ou bien ils sont capables de défendre les intérêts de la Tangélé ou ils ne sont pas. Qu'ils se barrent. Je sais qu'à un moment, le problème, il y a eu des arrêts de projets, mais ça ne peut pas être éternel pour la Tangélé. Au contraire. Hein? Mais quand on parle d'économie, il y a une province qui a des potentialités économiques, qui n'a pas de route, mais quelle économie on doit parler de ça? Quelle économie? Non, on parle de refondation, on parle de ceci, mais il faut des routes. Hein? Il faut des routes. Lorsque on n'a pas de route, il n'y a pas d'économie. La réalisation de ce village n'aura pas lieu cette année. Et du fait qu'il n'y avait pas de choses réelles qui attestent que la route sera bitumée cette année. Et cette zone, nous savons très bien que c'est déjà, nous approchons déjà pendant la saison pluvieuse et avec quelles possibilités. Et donc, à mon avis, même je peux voir qu'il n'y aura pas dans cette année parce que il n'y avait pas des images ou bien des réalisations qui peuvent nous montrer qu'il y aura le bitumage de route Djouman-Laï cette année-là. C'est impossible pour moi. Dans une ambiance empreinte de respect et de reconnaissance, le président du comité d'organisation provisoire, Ahmad Abdoulaye Malik, a accueilli le ministre de la Jeunesse et du Sport, Maïdé Hamid Louni, pour son rôle central dans la réussite éclatante de la cérémonie d'inauguration du stade olympique Maréchal Idriss Déby Itno. Ce stade renouvellement inauguré n'est pas seulement une infrastructure, mais un symbole d'un Tchad qui croit à sa jeunesse, en ses capacités et son avenir sportif. Il affirme que cette reconnaissance traduit aussi la fierté de la population tchadienne qui voit en cette réalisation une opportunité de cohésion sociale et d'évaluation collective. L'objectif de ma visite aujourd'hui, ce matin, c'est pour venir encourager l'équipe de nettoyage qui a été recrutée par le comité d'organisation afin de pouvoir et de me rassurer aussi que les activités de nettoyage se passent très bien. Pour assurer les activités de nettoyage et de maintien en état du stade avant l'inauguration, pendant l'inauguration et après l'inauguration. Donc avant l'inauguration, le travail a été très bien fait. Pendant l'inauguration, cette équipe de 1500 personnes ont quand même vraiment bien travaillé pour assurer les choses comme il fallait le faire parce que nous avons quand même reçu beaucoup de monde ici. Après la cérémonie de l'inauguration, c'est de pouvoir maintenant nettoyer, balayer, nettoyer les stades et les mettre en état. Donc ils ont commencé leurs activités juste après la fin de la cérémonie. Et là maintenant ils ont fait quand même beaucoup d'efforts pour nettoyer et balayer les stades. Et maintenant, ils ont connu une avancée majeure. Je viens de constater. Mais il y a quand même encore, d'ici, je crois, 2-3 jours, ils vont finir.
Le ministre Maïdé Hamid Louni a exprimé toute sa gratitude au peuple tchadien. Il a saisi l'occasion pour réaffirmer son engagement à faire de la jeunesse et du sport des piliers de développement national en étroite ligne avec la vision du président de la République, le maréchal Mahamad Idriss Déby Itno, et il appelle les acteurs sportifs à une dynamique d'action pour bâtir un Tchad plus fort et élevé. كانت الساعة 6 مساء عندما وصل فريق وزير المياه والطاقة وموظفيه إلى مدينة ميلتين، وهي مدينة كبيرة حيث تم الترحيب بهم من قبل عمدة بلدية المدينة وكذا رجال الأمن والزعماء التقليديين ومجتمع موندان الذين يعيشون في المنطقة. هذا وبعد حفاوة الاستقبال عند مدخل المدينة توجه الوفد إلى مقر إقامة المندوبية الولائية لتقديم التحايا. وفي كلمته رحب رئيس بلدية المدينة ومندوب الولاية بالوزير قبل مناقشة المشكلة المؤلمة التي تواجهها الولاية وهي الوصول إلى المياه. ويشير الوزير إلى أن زيارته للمدينة تحدث إلى معالجة مشكلة الوصول إلى المياه وبهدف إيجاد حلول لهذه المشكلة. يأمل وزير المياه والطاقة باسيلي كانابي مارسيلي أن تصبح مشكلة المياه عند عودته شيئا من الماضي بالنسبة لسكان مدينة ميلتين دي. Cette célébration de la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle, édition 2025, organisée par le ministère de l'Éducation en collaboration avec l'UNICEF sous le thème « Ensemble pour un monde respectueux des règles », représente une avancée significative dans la lutte contre la précarité menstruelle et la stigmatisation des menstruations. Au Tchad, comme dans de nombreux pays d'Afrique sous-saharienne, la gestion des menstruations demeure un défi majeur. C'est une première qu'on célèbre pareille activité. Et comme je le disais, c'est tout à fait exceptionnel que depuis un certain nombre de temps, on célèbre cette activité. Dû au fait que pendant longtemps, ce sujet a été considéré comme un sujet tabou. Aujourd'hui, la communauté internationale, le Tchad inclus, trouve nécessaire et important de marquer une pause le 28 mai pour pouvoir célébrer cette journée. Cette initiative a permis de briser les tabous entourant les menstruations et d'informer les jeunes filles sur les pratiques d'hygiène appropriées. En tant que parents, nous avons aussi un rôle important à jouer lorsqu'il s'agit des premières menstruations de nos enfants. On doit établir un dialogue familial dans nos maisons pour expliquer aux filles, parce qu'il n'est pas seulement question de la gestion de l'hygiène menstruelle, la précarité, mais ce qui suit avec. On ne peut pas parler de la précarité menstruelle ni la gestion de l'hygiène menstruelle sans parler de la sexualité. L'édition 2025 vise à sensibiliser la communauté éducative et le grand public à l'importance de l'hygiène menstruelle. En ce qui concerne l'eau, l'assainissement et l'hygiène dans les écoles, 76% des écoles ne disposent pas de toilettes adéquates, 81% des enfants pratiquent la défécation à l'air libre, seulement 32% ont accès à l'eau potable conformément aux normes d'adduction d'eau potable. La quasi-totalité des écoles n'ont pas d'accès à des services adéquats, exposant ainsi environ 1,9 million d'enfants, dont 870 000 filles, au risque de maladies et de déperditions scolaires. La célébration de la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle 2025 au Tchad constitue une étape importante vers l'autonomisation des filles et la promotion de l'égalité des genres dans l'optique d'autonomiser les filles dans leur capacité à gérer leur menstruation avec dignité et normalité afin qu'elles puissent jouir de leurs droits humains en situation normale et d'urgence en milieu scolaire. Elle reflète une volonté collective de briser les tabous, d'améliorer les conditions de vie des jeunes filles et de leur offrir les moyens de réaliser pleinement leur potentiel. C'est
C'était là, instant actu matin sur votre émission e-matin également. Merci à la rédaction, merci aussi à la réalisation pour cette synchronisation de l'information. Chef, nous sommes de retour sur le plateau et ce temps nous permet de recevoir un écrivain. Justement, ce temps nous permet de recevoir un écrivain et c'est Monsieur Jospin Léonel Inimbi. Inimbi, voilà. Inimbi Jospin Léonel. Vous aurez vu déjà que je tiens entre mes mains un roman et voilà. C'est titré Les Tout-Puissants. Voilà, c'est Jospin Lionel Inimbi. Il y a également un autre nom, Ifogo, voilà, si je ne me trompe pas, qui est avec nous ce matin sur le plateau. Et avec lui, nous allons parler autour de son œuvre titrée Les Tout-Puissants. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame, merci de m'avoir invité. Voilà, sentez-vous à l'aise, hein? Ouais, je suis un peu intimidé, mais ça va aller. Non, un homme qui pond des idées, mais des idées novatrices comme celle-là ne peut pas être intimidé juste par une caméra, ça va aller. J'espère que ça va aller. Ça va aller. Voilà, d'accord. Pourquoi les Tout-Puissants? D'accord. D'abord, je voudrais commencer par dire merci à Electron TV pour l'opportunité qu'elle m'a offert aujourd'hui de venir sur ce plateau et merci particulièrement à vous, madame, pour l'invitation. Je suis, comme vous l'avez dit, Jospin Lionel Ifogo, écrivain tchadien, passionné de la littérature, mais surtout de la littérature engagée. Et bon, dans la vie active, je travaille aussi comme communicant dans une organisation de la place. Et donc, c'est avec un grand plaisir que je suis là ce matin pour parler de ce livre qui est, je pense, pas très connu du public parce que il a été édité au Cameroun et il est au Tchad depuis seulement quelques jours. Ouais. Donc, pourquoi les Tout-Puissants? Si vous avez lu le livre, vous saurez que dans ce livre, je décris une société qui est gangrénée par l'abus de pouvoir, par les hommes de pouvoir qui peuvent tuer, qui peuvent assassiner, qui peuvent violer, qui peuvent faire mal tout simplement, qui peuvent museler sans être inquiétés. Donc, je décris ces hommes de pouvoir-là et qui sont en quelque sorte protégés par ces systèmes qui, au lieu de, on va dire, protéger les victimes, protègent plutôt les bourreaux. Donc, les tout-puissants pour dire que ce sont des intouchables, pas parce qu'ils sont vertueux, mais parce qu'ils sont en quelque sorte au-dessus de la loi et qu'ils sont totalement impunis et totalement pas inquiétés par des exactions dont ils sont des auteurs. Surtout, Larissa, moi, la pièce qui me retient vraiment, c'est le viol de cette jeune dame par les deux fils des Tout-Puissants qui, voilà, elle rentrait de l'école, elle a été violée et puis ensuite, bon, ça va toujours se reposer dans les oubliettes, dans les armoires et tout ça. Alors, au-delà de tout ça, qu'est-ce qu'on peut encore retenir de ce roman? Au-delà de la justice sociale, de tout ce qui est bassesse, des tout-puissants, qu'est-ce qu'on peut encore retenir de ça? Alors, je pense, comme je l'ai dit, que c'est un livre qui dénonce. C'est un livre qui vient aussi donner la voix à celles qui sont muselées, celles qui sont dans le silence, celles qui n'ont pas la parole. J'ai été particulièrement touché, si vous permettez que j'en vienne directement à ce qui m'a peut-être poussé à écrire ce livre. Effectivement. On est tous témoins, je pense ici, et les téléspectateurs y compris, de ce qui s'est passé dans notre pays en 2016, où une fille a été enlevée, violée par un groupe de, je pense, 7 garçons, si ma mémoire est bonne. Et j'ai été révolté. Et ça, c'est l'histoire de Zora, ça. Bien sûr, oui. Donc, c'est ce qui vous a poussé. Oui, bien sûr. C'est ça qui est à la base de ce roman. Mais bon, bien sûr, il y a beaucoup de... La source de votre inspiration, alors. Oui, pour ce roman-là en particulier, j'ai été particulièrement touché par cette histoire. J'étais impuissant, je ne savais pas quoi faire. Et je me suis dit, je vais prendre ma plume, je vais écrire. Ça servira à ce que ça servira. Mais il faut que je mette les mots sur les mots, M-A-U-X.
Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'écrire ce roman, comme je l'ai dit, pour dénoncer, mais aussi pour donner la voix à celles qui sont dans le silence, celles qui souffrent et qui n'ont pas cette possibilité de se défendre. Alors, moi, la question que j'aimerais poser, c'est vrai que vous l'avez dit, c'est un roman peu connu encore du public tchadien. Mais déjà, quels sont les retours de c'est édité au Cameroun? Alors, quelques personnes qui ont déjà eu la possibilité de la découvrir, de scruter, quels sont les retours que vous avez déjà du roman? Ok. Je pense que les retours sont plutôt très positif. Déjà, le roman n'est pas assez volumineux, mais il raconte une histoire dramatique. Et il se lit d'une traite, il n'est pas assez volumineux, donc c'est maximum 2-3 heures du temps, vous avez tout lu le roman. Et les retours que j'ai souvent, c'est vraiment c'est assez touchant, c'est dramatique, et qu'il faut qu'il y ait davantage de gens qui osent écrire, qui osent dénoncer, et qui surtout osent aborder des thèmes qui normalement peuvent être considérés comme réservés aux dames, parce que bon, c'est le féminisme, c'est les dames qui doivent se défendre. Et on trouve même parfois incohérent que ces livres aient été écrits par un homme. J'ai eu aussi des retours de ce genre, il y a beaucoup de combats, pourquoi tu choisis de te ranger du côté des femmes. J'ai dit bon, c'est pas seulement un combat pour les femmes, mais au-delà peut-être de l'aspect lié au genre, c'est un cri de cœur, c'est pour dénoncer l'injustice dans sa totalité, l'impunité aussi, la corruption, qui sont en gros les thèmes que j'aborde dans ce roman. Mais pour moi qui viens de faire un sursaut rapidement, Larissa, je pourrais dire que, d'accord, ce cas de figure récité ici, le viol de cette jeune lycéenne, ne peut qu'être simplement la face immergée de l'iceberg. Le viol, ce n'est pas forcément les femmes, parce que quand on parle du viol, beaucoup de gens pensent que c'est les hommes qui violent les femmes, mais à vrai dire, il y a des hommes qui se font violer aussi. Et le viol, ça s'étend sur plusieurs choses. Donc, je pense que ça ne peut qu'être un exemple parmi tant d'autres. Et pour ceux qui pensent que c'est un combat typiquement féminin, prenez le soin de lire ce roman, lisez jusqu'à la fin. Vous allez trouver ce qu'on appelle, par exemple, l'injustice sociale. Vous allez trouver des douleurs des cris de douleur, par exemple, qui sont en train de mourir en silence. Tout ça, donc, c'est beaucoup de choses. Aujourd'hui, quand on parle de genre, on dit non, laisse ça aux femmes. Non. Ils oublient que le genre, là, c'est le féminin et le masculin. Justement. C'est les deux qui font le genre. Alors, monsieur Jospin, désolé. Vas-y. Monsieur Jospin, étant donné que ça vient d'arriver dans le pays, où peut-on, par exemple, s'en procurer pour quelqu'un qui nous regarde et qui veut bien faire un saut dans les tout-puissants, où peut-il s'en procurer? À quel prix? Est-ce qu'il y a un contact? Oui, le livre, comme je le disais, il est nouveau au Tchad, donc en très très petite quantité seulement. Mais je suis en train de prendre des dispositions pour qu'il soit disponible à partir de ce soir à la librairie La Source du Pays, qui est située sur l'avenue Bokassa, je crois. Donc le livre est disponible à partir de ce soir dans cette librairie-là, au prix de 10 000 francs. D'accord, 10 000 francs. Y a-t-il Et pour quelqu'un qui ne veut pas faire un tour à la librairie et qui veut directement vous contacter aussi pour une dédicace, par exemple? Bien, il peut me contacter soit via mes réseaux sociaux ou, si vous permettez, via le numéro que je peux donner. Allez-y. C'est le 63 37 04 32. Le 63 37 04 32, c'est le contact que vous pouvez utiliser pour trouver l'écrivain Jospin Lionel et entrer en possession de ce roman, Les Tout-Puissants. Je crois que c'est vraiment nécessaire de faire un saut et puis lire, parce que Jeff... vu le roman et vu aussi la couverture qui est en rouge. Mais surtout le contexte et le contenu de ce roman, en tant que bon Tchadien, ça ne laissera personne indifférent. Le problème du Tchadien, le problème de la jeunesse tchadienne, c'est que nous ne lisons pas. Voilà, moi j'en reviens sur la couverture.
Pourquoi le choix du noir? On voit les larmes, on voit également les écritures. Ok, le rouge parce que je parle d'une histoire dramatique, D'accord. une histoire dans laquelle le sang a coulé, le sang d'une innocente qui en est morte. Si vous avez lu le livre, à la fin, elle a finalement succombé à ses blessures. Ouais. Donc le rouge, tout simplement pour symboliser, les couleurs ont leur connotation, mais ici, ça symbolise tout simplement le sang, la souffrance, la douleur aussi de celles qui souffrent, celles qui sont violées, celles qui ne peuvent pas se faire justice. Ouais. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi la couleur rouge et cet œil en larmes aussi qui symbolise cette souffrance, les gens qui pleurent dans le silence. Ouais, la douleur profonde, les douleurs miettes. En tout cas, c'est dramatique, mais aussi c'est bien profond. Et moi, le seul conseil que je pourrais donner à la jeunesse tchadienne, c'est de lire, lire et lire. Quand un roman paraît, faisons d'efforts pour lire, mais surtout lisons tout ce qui nous passe sous la main. Merci à messieurs Ifogo, Jospin, Léonel, Inimbi. Merci. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau de iMatin. Merci. Nous restons toujours disponibles en cas d'éventualité. Nous allons vous raccompagner avec une capsule Mon rêve pour le Tchad de demain. Merci. Franchement, pour un patriote qui aime son pays, mon rêve pour un Tchad de demain, nous voulons un Tchad de paix. Une paix définitive, résolument engagée vers son développement. Parce que sans la paix, nous ne pouvons pas parler de développement. C'est pourquoi mon souhait le plus ardent, c'est que notre pays, dans ces 1 284 000 km², que ce pays-là puisse être un pays de paix définitive, et nous ne pouvons parler que de développement à l'horizon, je ne sais pas, 2000 combien. Et que ça commence dès aujourd'hui. Mon rêve pour le Tchad de demain et surtout ma vision qui s'inscrit dans les objectifs de mon prochain parti politique pour avoir un Tchad où si demain, si tu quittes du sud, tu vas aller t'installer tranquillement vers le nord sans que personne ne te dérange. De deux, que quand l'individu se sent en danger, le premier réflexe qu'il va avoir, c'est la protection auprès de l'État. Parce qu'en ce moment, la population tchadienne se trouve mieux protégée, elle se sent mieux protégée auprès des siens, c'est-à-dire auprès de son ethnie, de sa tribu, c'est-à-dire une repli identitaire. Elle se sent protégée auprès des siens et auprès de l'État. Pourquoi? Parce que l'État, j'ai l'impression que l'État ne protège pas sa population. Tout simplement parce que la justice, elle ne marche pas. Et là, on a eu à dénoncer à plusieurs reprises quand on était encore des législateurs. Et la justice ne marche pas. Quand la justice ne marche pas, les mécanismes de protection sont défaillants. Et donc, c'est ce cadre-là que je veux que l'individu se sent protégé par l'État au lieu qu'il se soit, en fait, se sent protégé par les siens. Que ces gens qui détournent l'argent des pays puissent être jugés et qu'on leur paye les crimes qu'ils ont commis. Notre rêve, c'est que l'électricité arrive à trouver chaque ménage là où il est. C'est-à-dire, il ne faut pas que c'est le ménage là même qui cherche l'électricité. Il faut que l'électricité va vers le ménage. Et c'est notre programme. Aujourd'hui, vous allez voir, il y a des gens qui vont voir passer le câble devant chez eux sans même demander. Parce qu'on ne peut pas attendre de nous venir chercher, vous avez 300, 400 mètres, 800 mètres de câble acheté. Non. On doit poser des câbles devant toute maison. On doit faciliter l'accès
il n'y a que le branchement, on les appelle à venir s'abonner et de se brancher sur le réseau public. Donc nous, notre objectif majeur aujourd'hui, avant le mi-mandat du chef de l'État, c'est-à-dire le 2 ans et demi, on fasse le maximum de choses sur N'Djamena et sur nos provinces pour que l'électricité ne devienne pas un élément de campagne pour les élections futures. Parce que je sais exactement, quand j'étais arrivé, l'électricité est le point phare des campagnes. Il y a eu beaucoup de promesses d'électricité et il n'y a qu'au Tchad on parle de ça. Parce que normalement, l'électricité c'est quelque chose de basique, c'est quelque chose de banal qui ne doit pas rentrer dans les campagnes, alors que quand tu attends des enfants, allume ma vie, dans une campagne, quand même ça fait honte. Le rêve, c'est de voir notre beau pays se développer. Notre beau pays se développer parce qu'on a une population qui souffre et qui est extrêmement pauvre. Donc mon rêve, c'est de voir dans les années à venir les Tchadiens lambda qui soient puissent avoir de quoi à manger, à boire et vivre en paix, en toute sécurité, vaguer à ses occupations dans toute liberté. Voilà un peu nos rêves parce que nous avons des enfants, nous voulons construire un avenir pour la génération future. Donc ce qui fait que nos rêves sont vraiment assez pour une paix durable, pour un Tchad uni bien sûr, où tout le monde a droit de vivre là où il veut. Le maître mot qui est revenu dans toutes ces capsules, c'est la sécurité. Nous voulons de la sécurité. Voilà, c'est aussi le vœu de tous les Tchadiens, vivre en sécurité, sortir, partir se chercher et rentrer en sécurité chez lui. Merci pour cette capsule qui nous a permis de recevoir mademoiselle, madame, je ne sais pas, bon, on va revenir. Nem Sidonie, c'est madame ou c'est mademoiselle? Parce que ça fait un bon bout de temps, je vous regarde, mais aidez-moi à me positionner. C'est mademoiselle. Mademoiselle, d'accord. Nem Sidonie, alias Maman Iya. Salam alaikum. Bonjour. Qu'est-ce Bonjour et bienvenue, Madame Nem Sidonie. Elle a dit mademoiselle, moi, toi je tu dis préfère madame. ainsi, attention. Non, ça ne dépend pas de toi. Elle-même, elle te dit, elle est mademoiselle, toi tu préfères l'appeler madame. Ok, bonjour et bienvenue, Madame Nem Sidonie. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons encore aujourd'hui, Maman Iya. Merci. Aujourd'hui, nous aurons la grâce de comprendre quoi encore dans l'intelligence artificielle avec vous. Bon, aujourd'hui, nous allons parler de l'intelligence artificielle dans la vie des enfants. L'intelligence artificielle dans la vie des enfants. D'accord. Alors, Moi, ça m'intéresse bien. oui, l'intelligence artificielle influence la vie des enfants dans la manière d'apprentissage et le divertissement. Mais le problème qui se pose est si c'est un outil d'apprentissage ou une dépendance qui est en instruction. Alors, on peut suivre une petite vidéo qui va nous permettre de mieux comprendre cette technologie. D'accord. L'usage de l'IA sur les enfants se trouve dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, les enfants ont la possibilité d'apprendre avec l'IA. Les enfants ont la possibilité de jouer avec l'IA. Aujourd'hui, nous avons des logiciels qui les permettent non seulement de les aider dans leurs études, mais aussi de s'épanouir. Par exemple, Duolingo, qui est une application qui permet d'apprendre la langue, qui permet aux enfants n'importe quelle langue. Avec l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui est automatisé, où l'enfant, à une heure précise, peut apprendre ce qu'il veut à un rythme vraiment donné. Donc aujourd'hui, les enfants ont la possibilité également non seulement d'apprendre, mais de se divertir. L'IA permet aux enfants d'acquérir des capacités qu'ils n'ont pas avant. Et l'IA permet également aux enfants d'interagir avec d'autres personnes. Nous parlerons peut-être de la mathématique, nous parlerons de l'art, nous parlerons également des langues, des compétences que les gens n'avaient pas, ou bien les enfants n'avons pas. Mais aujourd'hui, l'IA les permet de pouvoir avoir ces genres de compétences-là grâce au logiciel assisté par IA.
Des risques, oui, parce que on dit toujours l'abus de toute chose est nuisible. Mais les enfants, ce qui concerne les enfants, c'est juste qu'il faut qu'on régularise l'utilisation des IA. Parce que de nos jours aujourd'hui, les enfants utilisent l'IA de façon répétitive. Et quand c'est comme ça les empêche de développer certaines compétences. Parce que ça limite la réflexion des enfants. L'IA également, de la manière dont les enfants les utilisent, s'ils ne les utilisent pas bien, les parents aussi ont un rôle à jouer. Les parents doivent aider les enfants dans l'utilisation de l'IA. Tel que je viens de le dire, sinon les enfants risqueraient de ne pas vraiment plus s'intéresser à certaines choses, mais à chaque fois ils feront recours à l'IA pour avoir des solutions, pour avoir des réponses, ce qui n'est pas du tout bien. Les parents ont un rôle très important à jouer dans l'utilisation de l'IA des enfants, simplement parce que, tel que je viens de le dire tout à l'heure, c'est qu'il faut qu'il y ait un contrôle qui soit fait. Il faut qu'il y ait une régularisation qui soit faite au niveau des parents, que les parents les aident, qu'ils contrôlent ce que les enfants apprennent avec l'IA. Si c'est pour se divertir, il n'y a pas de souci. Si c'est pour apprendre, il n'y a pas de problème. Mais il doit y avoir une certaine limite donnée, que les enfants n'aillent pas au-delà de ce qu'ils doivent savoir ou au-delà de ce qu'ils doivent apprendre. Pour conseil, l'utilisation de l'IA est bon dans le sens où l'enfant l'utilise pour apprendre, dans le sens où l'enfant l'utilise pour acquérir de nouvelles compétences, dans le sens où l'enfant l'utilise pour maîtriser quelque chose dans un domaine donné, où l'enfant veut acquérir de nouvelles connaissances. L'enfant peut utiliser l'IA sans problème. Mais dans le sens où l'IA est utilisée de façon excessive, sans contrôle, c'est ce qui n'est pas bien, c'est ce qui va nuire à la capacité, à un développement même de l'enfant, la capacité d'interagir même avec les humains, parce qu'il sera tourné pour chaque problème qu'il aura, il sera tourné vers l'IA. D'où, on l'a dit tout de suite, de régulariser. Il faut que l'enfant sache quand est-ce qu'il faut utiliser, comment l'utiliser et pourquoi est-ce qu'il doit utiliser l'IA. Et oui, merci beaucoup pour cette information, hein, Madame Irène, Madame Sidonie. Oh, prompt rétablissement de là où tu te trouves, Madame Irène, Madame Sidonie, avec vous, on revient. Est-ce qu'il y a encore des ajouts après cette vidéo, des choses que vous voulez encore nous informer de plus sur l'intelligence artificielle et l'éducation des enfants? Oui, déjà là, l'exposition précoce des enfants à cette application développe leurs compétences numériques et les facilite à l'accès au savoir. Par exemple, des applications ou des plateformes éducatives qui permettent ces enfants à lire et à compter, même voir des jouets et des vidéos, des dessins animés qui assistent les enfants à se divertir. Mais le souci est que si c'est un outil d'apprentissage où cette opportunité restera comme une dépendance en instruction. Alors cet outil aussi pose des risques tels que la dépendance technologique, déjà là, où la réflexion de ces enfants est limitée et déléguée par l'intelligence artificielle. Parce que déjà là, un enfant peut se tourner toujours à ces applications pour lire et apprendre, mais ça impacte sur sa capacité de raisonnement. Alors, c'est un peu ça. Mais déjà là, les parents peuvent encadrer et orienter ces enfants pour faire de cette technologie un bon usage, pour tirer profit, grandir et créer, et non pour que cet outil reste un raccourci qui va affaiblir leur capacité intellectuelle. Alors, moi, j'aimerais savoir à quel âge un enfant peut se servir de l'intelligence artificielle. Bon, l'âge auquel l'enfant peut se servir de l'intelligence artificielle n'est pas vraiment identifié. Mais déjà là, dans certaines familles où l'enfant commence à avoir déjà 2 ans, on les achète des jouets qui peuvent l'assister à chanter, à jouer, tout ça. Et là, mais après, quand l'enfant vient à l'école, tel que 7 ans déjà, il y a des plateformes éducatives et autres, même des jouets qui peuvent assister l'enfant à jouer. Alors, à partir de 7 ans, ça peut être facile, un peu possible
L'intelligence artificielle dans la vie des enfants, c'est notre échange avec Maman IA. Aujourd'hui, nous devons retenir que les enfants doivent utiliser l'IA simplement en guise de complément et non en guise de raccourci pour reproduire vos mots. Hein. Voilà, c'est vous, Maman IA. Moi, je ne suis que quelqu'un qui parle. Peut-être Larissa aussi est un peu dans IA, mais moi, excusez-moi, hein, dans ça, je suis zéro. D'accord. En tout cas, y a-t-il encore autre surprise ou bien c'est bon? Bon, c'est tout ce qui est là. Tout ce qu'on peut dire est qu'on peut apprendre à bas âge nos enfants à l'utilisation d'IA, mais les orienter et les guider pour faire de cette technologie, pour grandir et créer, pour que reste toujours un atout d'apprentissage pour eux et non pour que ça affaiblit leur capacité intellectuelle. Ok, merci beaucoup à Madame Nemom Sidoni, appelée par Monsieur Jeff Maman IA. Nous allons vous raccompagner avec une capsule et recevoir un autre invité sur ce plateau. Unissons-nous ensemble, la main dans la main. Et construisons ensemble notre beau pays. أنا بوليس مرور سهل المرور للمواطنين في داخل المدينة وناخذين بنية واحدة لتقدم بلدي وأنا فخور لأني تشادي. De retour sur le plateau, travaillons de sorte à ce que le pays retrouve ses lettres de noblesse, chacun dans son couloir, que tu sois enseignant, que tu sois cultivateur, que tu sois communicateur, que tu sois agent de sécurité, que tu sois commerçant. Travaille d'une manière consciente, mais à faire avancer le pays. Cela nous permet, Larissa, de recevoir notre digne paysan avec nous sur le plateau. Et nous allons continuer avec le thème de la dernière fois sur le marché des productions agricoles qui était segmenté en 4 parties. Il y a l'offre, la demande, et puis les flux et les contraintes, le prix. Voilà, merci. Tu as vu que l'homme n'est rien sans son port. Alors, bienvenue, monsieur Miandé. Merci. Bonjour Madame Larissa, bonjour Monsieur Aladef, bonjour aux téléspectateurs. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous attarder un peu sur l'offre. Exactement. Nous ne pouvons pas tout détailler, il faut le retenir, mais quelques éléments pour illustrer ce qu'on appelle l'offre, les déterminants, les facteurs qui impactent ou bien influencent les offres de produits sur les marchés agricoles. J'entends par là, par in extenso, les produits alimentaires d'origine agricole, et plaçant la production comme étant à la base. Nous avons les déterminants. Nous avons déjà parlé des déterminants climatiques. Nous allons aussi parler des déterminants en termes de la sécurisation foncière. Mais il y a aussi des déterminants en lien avec, par exemple, les communications entre le producteur et le marché. Et d'autres déterminants qui ne sont pas les moindres seront passés en revue très rapidement. Si on parle des déterminants climatiques, par exemple, il faut tenir compte de ce qu'on appelle l'évolution des facteurs climatiques, tels que les précipitations. Si elles sont excédentaires, vous le savez, on n'a pas besoin de l'expliquer. Les cultures qui ne sont pas des cultures aquatiques telles que le riz, même le riz à un certain niveau ne pourra plus supporter une certaine quantité d'eau, surtout la périodicité. De l'autre côté, les déficits pluviométriques, ça joue également sur le niveau de production.
Et donc, quand ça ajoute au niveau de production, ça affecte également, au terminus, l'offre sur les marchés. Et au-delà de ça, nous allons parler, par exemple, de la sécurisation foncière, un aspect de la sécurité pour les producteurs agricoles. Si vous voyez, par exemple, que sur les terres où ils ne détiennent pas une parfaite maîtrise dans le cadre de la sécurisation foncière, il n'est pas à l'abri qu'il y ait des disputes après. Et c'est malheureusement le cas au Tchad. Personne ne peut dire aujourd'hui que les acteurs tchadiens ont enregistré sur le plan domanial leurs terres agricoles. Donc on hérite de son père et puis après on va dans ce sens. Donc, à son fils. ça peut générer des conflits entre même les gens de la même famille. Et du coup, ça conduit à ce que pendant ces disputes-là, on peut arriver à une baisse de la production et ça va affecter le niveau de l'offre sur le marché. L'aspect, par exemple, sécurité encore, nous pouvons voir, par exemple, les conflits. Les conflits, quand il y a des conflits, les populations ne peuvent pas produire. Et du coup, qu'on le veuille ou non, dans la zone où il y a des conflits, le niveau de production, les rendements vont baisser. Vous pensez que ça a assez baissé au niveau local, mais ça affecte tout le niveau de marché au niveau national. Parce que le marché, l'offre, ça vient de partout. Donc, s'il y a un segment, ou bien une poche de niveau de production quelque part qui est déficitaire, qui est presque nulle, nous l'avons vécu malheureusement dans la zone de la Niapende en 2023. Quand il y a eu des conflits, systématiquement, il y a des populations qui sont déplacées et n'ont pas pu. Malheureusement, ces conflits arrivent toujours au début de la saison de la campagne agricole. Comme actuellement, ce qui se passe dans la évidemment. Donc, vous allez voir qu'aujourd'hui, les perturbations sécuritaires qu'il y a dans la zone de Mandakao, on risque éventuellement de pouvoir connaître une baisse des apports. Parce que Mandakao, on trouve que c'est isolé, c'est minable, mais c'est une localité qui est productrice. Exactement. Même si ça n'apporte que 10 sacs en termes de niveau de production nationale, il faut considérer cela. Donc, en termes de l'offre, il faut considérer que les conflits peuvent également affecter le niveau de production à ce niveau. Les techniques de production. Autant on emploie la technique culturelle améliorée avec des intrants assez améliorés tels que les semences à haute valeur productive, les semences résistantes au stress hydrique, résistantes à des maladies, vous allez voir qu'on va augmenter la production agricole. Et si on augmente la production agricole, systématiquement, ça se ressent au niveau de l'offre sur les marchés des produits agricoles. Vous pensez que le sac les céréales telles que le mil péninsulaire qui est produit dans la zone de Mandakao n'est consommé que là-bas. Mais rendez-vous à l'évidence que ça peut, par des flux internes, se retrouver plus loin. Plus loin dans la zone, par exemple, de l'Est ou en Djamena. On ne contrôle pas ça. Parce qu'on achète sur le marché le produit, on ne sait pas d'où ça vient. Il y en a plusieurs qui arrivent. Il n'y a que les opérateurs économiques qui savent où est-ce qu'ils s'approvisionnent. Donc, le niveau de l'offre peut jouer ici à ce niveau. La question de l'appui technique, par exemple, des services techniques agricoles, qui accompagnent les producteurs durant la campagne, ça peut aussi incider sur le niveau de la production. Et là, en fin de compte, on sort avec ce niveau qui peut être meilleur ou moindre suivant le niveau d'appui qu'on a apporté. La question aussi en lien avec l'offre sur le marché, la question par exemple de ce qu'on appelle l'aspect logistique, les entrepôts de conservation. Est-ce qu'on a des entrepôts qui sont en mesure de pouvoir contenir des quantités assez énormes pour une longue durée? Donc, dans cela, il y a ce qu'on appelle les techniques de conservation qui jouent. Vous pouvez avoir peut-être 3, 4, 5 tonnes, mais si vous n'avez pas les techniques pour conserver ça, vous allez voir qu'il y a des charançons qui vont entrer au niveau de ces entrepôts et vous allez vous rendre compte que c'est de la poudre que vous avez en fait, après une certaine durée. Donc, ça joue sur le niveau de l'offre sur le marché. Il y a l'aspect infrastructure. Pas seulement qu'un entrepôt, mais les infrastructures routières pour faciliter les flux. Donc si par exemple les routes, on peut avoir des productions excédentaires dans une certaine zone, mais si les routes ne permettent pas de mobiliser cette quantité pour orienter vers d'autres marchés, on parle dans ce sens maintenant des flux internes, à ce niveau, l'offre de production de produits agricoles va baisser sur les marchés. Donc il y a lieu que quelque part les infrastructures routières soient bien adaptées par rapport à cela. Et il y a la question par exemple des facteurs tels que qui ne sont pas secondaires. Nous avons évoqué hier en soulevant la question du carburant. Le niveau, par exemple, de disponibilité, le prix du carburant, ça joue également sur le niveau de l'offre. Donc vous allez voir que si les carburants sont en fait en hausse, les prix sont en hausse par rapport à une certaine période, et qu'on assiste parfois peut-être à des pénuries, et ça là c'est observé depuis pratiquement 2-3 ans, c'est récurrent. Donc vous allez voir que sur les marchés, vous serez surpris de constater qu'on est en octobre ou novembre, on vient de sortir des récoltes, ou bien on est encore dans la période de récolte, mais les prix sur les marchés n'ont pas baissé.
Et donc, à ce moment, il faut analyser profondément pour comprendre qu'est-ce qui a joué sur l'offre pour que ça puisse arriver. Donc, il faudra chercher à identifier ces facteurs-là. Et il faut clarifier cela. Donc, sans qu'on n'allait pas trouver ces solutions, ça deviendrait un peu compliqué que sur les marchés, surtout des grandes localités comme Djamena, où nous sommes tributaires des approvisionnements des provinces, nous n'ayons pas une disponibilité qui permet de pouvoir renforcer l'offre. Maintenant, quand vous allez arriver à ce niveau de l'offre, prenez les déterminants, par exemple, du fonctionnement des marchés. Le producteur qui est dans son champ là-bas, parfois, vous allez vous rendre compte qu'au début de la campagne, ne nous négligez pas, vous pensez qu'on est paysan, on n'a pas l'information, mais nous aussi, on essaie de nous renseigner. Donc, si aujourd'hui, je produis des céréales et que quelqu'un m'a dit que non, mais l'année passée, le prix du sésame a augmenté. Du coup, moi, j'ai dit non, mais cette année-là, je préfère bien laisser les céréales parce que un sac de riz, par exemple, me rapporte jusqu'à 65 000 francs. 75 000. Bon, j'ai pris le minimum, mais pour illustrer. Donc, c'est ce qui. Il ne faut pas donner du stress aux gens. Oui, 65 000. On reste avec 65 là, ça donne de l'espoir aux gens. Comment tu veux donc, si on est à 75 000, le prix est à 75 000, mais il dit non. Il compare. Il dit bien, OK, le prix est à 75 000 francs. Je réfléchis. Il y a encore la saisonnalité et les risques. D'accord, moi, je pense que je vais m'essayer. Au lieu de continuer avec le riz, je préfère bien basculer vers le sésame parce qu'on m'a dit que l'année passée, c'était à 140 francs le sac de 100 kg. Alors, informé de l'évolution des marchés, lui, il va maintenant faire son choix. Donc, vous allez voir que la production d'une culture peut être également déterminée en amont par le fonctionnement des marchés. Et ça, c'est l'information qui détermine ça. Donc, vous allez voir qu'à la fin, c'est tout un ensemble de paramètres. Et ces facteurs-là jouent sur le niveau de l'offre au niveau des marchés. Donc, vous comprenez que pour qu'on puisse définir l'offre, ce n'est pas aussi figé sur un seul élément, mais il y a plusieurs facteurs qui déterminent l'offre sur les marchés. Et ces facteurs, il faut prendre encore en plus de cela la demande même des marchés. Ça, nous voulons prendre par rapport au niveau de ces armes. Si la demande dans un marché quelconque est plus bénéfique, vous allez voir que ce marché, le premier marché A, qui est censé accueillir les produits, les gens vont dévier ce marché pour envoyer sur le marché B, où la demande est plus forte, parce que là-bas, les prix, encouragent ou bien sont plus attractifs. Donc, vous vous rendez compte que le niveau de l'offre des marchés, de produits sur les marchés, quelque part, est déterminé par un ensemble très, très hétérogène de facteurs, très complexes, mais qui tous s'entremêlent, se conjuguent pour pouvoir déterminer le niveau de l'offre sur un marché. Et pour donner un élément, c'est que généralement, l'offre, comme les prix, on ne les compare pas par rapport à l'année passée. Oui. On ne les compare pas à l'année passée. Parce que l'année passée, si par exemple il y a eu des inondations, un facteur quand même qui a affecté le niveau de la production, si l'année passée il y a eu par exemple les pénuries de carburant, si l'année passée il y a eu un événement ou un fait qui est arrivé et qui a joué sur le niveau de l'offre, cette année, ce n'est pas fort possible que le même nombre de ces facteurs-là se répètent cette année. Donc, quand vous comparez par rapport à une année normale. Et là, il faudrait que vous puissiez approcher les opérateurs économiques, vous approchez les producteurs, tout ce qu'il y a comme les acteurs de la filière, c'est ce qu'on appelle. Donc, l'approche filière, là, comprendre dans tous les segments de l'approche, il y a les chaînes de valeur. Par exemple, le producteur là-bas, le commerçant, le transporteur, comment on appelle, les chargeurs qu'on appelle toujours les dockers. Donc, tout ce monde-là, ils peuvent vous expliquer, chacun, ils vont donner quelques brèches d'informations qui permettent d'analyser et d'apprécier l'offre. Et donc, eux, ils vont dire non, il y avait quelques années, c'est comme ça. Donc, toute cette somme d'informations, il faudrait que vous l'ayez à votre disposition pour dire que non, l'offre cette année, elle est en hausse ou bien elle est en baisse par rapport à une année normale. D'accord, merci beaucoup. C'est tous ces éléments qui vous permettront de savoir si l'offre est en hausse ou en baisse cette année. Merci beaucoup, le digne paysan. Et nous espérons vous retrouver ici demain avec nous. Inch'Allah. Pour continuer les différents piliers qui font le marché du produit agricole. Nous en avons 4. Et là, on n'a abordé qu'un seul point. Il nous reste encore 3 autres points, chers amis téléspectateurs. Nous allons raccompagner notre digne paysan avec un clip.
Semira, nabil kalamira, ne. Tout le temps chagriné, je n'ai plus le sommeil. À quel c'est mon boué? Wotogumba, jam de kam aingodu, ala de gundul tujumum, mospa la la la. Je me suis toujours battu, je me suis toujours défendu, même avec mes peines perdues, j'ai vécu. C'est quoi du muro ira, l'eau dura tataka, l'eau achiwi, mospa la la la. Ore gongete motolera, musangul nasara motolte, piu kostu nyanu tobe, nyalam tobe. Et oui, cette transition pour nous permettre de recevoir sur le plateau notre coach en leadership, nous le prenons juste après le jingle. De retour sur le plateau après le jingle. Bonjour et bienvenue, coach. Bonjour Larissa. Ça va? Ça va très bien. D'accord. Bonjour à la gueule. Bonjour, coach. Et bonjour aussi à nos téléspectateurs, à nos leaders et à nos potentiels leaders qui nous suivent aussi. D'accord. Ouais. Avec vous, nous allons continuer un thème que nous avons introduit hier sur ce plateau. On avait parlé de la démarche en leadership. Exact. Nous avons entamé hier la démarche en leadership. Oui, et nous avions dit que dans le leadership, on construit et non on conduit. Ouais. Le leadership, c'est l'influence. Et on influence, c'est pour une destination. On se choisit des disciples, on se choisit des suiveurs qu'on essaye de former et qu'on essaye d'influencer. Alors, en les choisissant, vous devez établir ce qu'on appelle la situation de référence. Au moment où vous avez identifié la personne, quelles sont les valeurs que la personne incarne, quel est le potentiel projetable que vous voyez en lui, quelles sont les limites que vous voyez en ce moment. Et pendant que vous avez fait la situation, vous vous posez la question, est-ce que je veux faire de lui un disciple, un suiveur influent? Est-ce que je veux faire de lui un futur leader du groupe? Est-ce que je veux faire de lui un représentant au niveau local quelque part? Est-ce que je veux faire de lui un représentant au niveau extérieur? Le niveau que vous souhaitez l'amener va conditionner, n'est-ce pas, le bâtiment que vous allez mettre en place. Parce que dans le leadership, il y a des qualités. Un leader est bienveillant. Un leader est responsable. Un leader est décideur. Un leader est franc. Un leader n'évite pas les sujets. Un leader est compréhensif. Un leader est juste et objectif. Alors, vous voyez, tout ce potentiel-là, vous devez développer dans la personne. Pendant que vous l'avez pris, puisque vous devez le construire, il y a parfois des choses en lui qui sont déjà sur place, qui ne sont pas bonnes, que vous devez déconstruire. Vous voyez, quand vous voyez un maçon en train de construire, parfois il prend une bonne brique, mais il taille, il coupe en deux. Pour dire non, j'ai besoin juste... Il ne se dit pas que non, c'est une bonne brique, il faut que j'aille chercher les mauvaises. Non. Il prend la bonne brique et puis il casse un peu en fonction du besoin. Donc, il y a des moments où vous devez déconstruire. Et parfois même, il a construit 2, 3, 4 lignes et puis il se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Il commence à enlever les briques
et à reposer. Donc vous voyez que sur le plan du caractère, sur le plan des béatitudes, sur le plan je dirais un peu des facultés intellectuelles, sur le plan des facultés morales, il y a des choses que vous devez faire. C'est quelqu'un qui a peut-être grandi dans une famille où on ne l'a pas habitué à être repris, mais si le potentiel en lui est un potentiel sur lequel vous misez pour faire de lui une grande personne, il faut l'apprendre à être quelqu'un qui doit supporter les réprimandes, qui doit supporter les reprises. C'est quelqu'un peut-être qu'on a habitué, on a dorloté, il ne veut pas les travaux durs. Pendant que vous voulez l'amener, si vous voulez l'amener à une stature de quelqu'un qui doit diriger tout un groupe, il faut qu'il accepte d'être le modèle des travaux durs. Donc, vous devez l'habituer à cela. C'est quelqu'un qui n'a jamais accepté qu'on l'humilie ou bien qu'on le reprenne en présence des autres. Vous voulez l'amener à une certaine stature, il faut apprendre à le reprendre en présence des autres, sachant qu'il va réagir, mais il faut s'assurer que c'est le processus normal. Donc, pour construire, il y a parfois des étapes de déconstruction. Il faut enlever certaines choses, il faut bousculer, il faut raboter. Parce que vous voulez amener la personne à une carrure qui va être une figure emblématique et publique. Donc, c'est comme vous prenez un gros bois dans la forêt et vous allez tailler, vous allez raboter pour en faire une statue. Vous voulez faire une femme, vous voulez dessiner un chimpanzé, vous voulez dessiner une gorille, vous voulez dessiner un mouton. C'est en fonction de la forme qu'on rabote. Donc, dans le processus, c'est vrai que celui qui vient va se laisser conduire par vous. Parce que lui, il vous prend comme référentiel. Donc, il va se laisser conduire. Mais vous ne le conduisez pas. Vous le construisez. Donc, vous devez, n'est-ce pas, faire un certain nombre de choses. Comme on dit là, on ne fait pas des omelettes sans casser des œufs. Donc, il y a des choses à faire. Et c'est ça, c'est très important. Parce que si vous vous mettez simplement au niveau de la conduite, vous risquez d'oublier qu'il y a des caractères qui vont lui jouer des sales tours. Et on ne conduit pas quelqu'un pour le laisser à la place publique si on ne l'a pas préparé à vivre sur la place publique. Mais on construit quelqu'un pour le conduire à la place publique parce qu'il faut qu'il sache comment on se comporte sur la place publique. Donc aujourd'hui, notre interpellation, notre message, notre réflexion, c'est de dire, dans le leadership, il faudrait, n'est-ce pas, travailler durement sur ceux qui vous suivent. Et sachez que les suiveurs sont la preuve de votre leadership. Il n'y a pas de leadership sans suiveurs. Il n'y a pas de leadership sans disciple-là. Il faudrait que les suiveurs se mettent sur le terrain, qu'ils soient opérationnels et qu'ils tiennent. Donc voilà un peu ce que je voudrais aujourd'hui rajouter à ce que nous avons abordé hier pour permettre donc à nos téléspectateurs, à ceux qui nous suivent, de pouvoir s'améliorer. Et surtout ceux qui sont dans la posture de leadership et qui veulent faire des disciples, qu'ils comprennent que la démarche dans le leadership, c'est la construction et non la conduite. Voilà. Moi, aujourd'hui, j'ai retenu 3 points et ces 3 points sont vraiment pour moi une base parce qu'on dit le niveau auquel on veut amener quelqu'un conditionne le bâtiment. Et puis en 2, on dit pour construire, il y a des étapes de déconstruction. Ouais. Ça paraît quand même philosophique et bizarre pour construire en 2. Voilà. Ouais. Et puis le dernier, c'est que les suiveurs sont la preuve du leadership, de votre leadership. J'espère que vous avez pris note comme nous, parce que nous, on ne fait que prendre note depuis quelques temps. Donc, ça va vraiment vous aider à... Nous disons merci au coach d'être passé. Ouais. Merci beaucoup. Merci et nous vous souhaitons également une excellente journée et nous le gardons pour accompagner, pour finir cette émission, j'allais dire. Merci beaucoup à la Jeff d'être avec moi. Ouais. Et merci aussi à nos amis téléspectateurs, nos internautes et aussi nos amis de IFM qui étaient avec nous. Nous vous disons bye bye, portez-vous bien et Inch'Allah, nous nous retrouvons demain dès qu'il sera 7h30.